L'offre de santé a connu la mise en service de 2 hôpitaux généraux, l'un en Djiri à Brazzaville et l'autre à Ngoyo à Pointe-Noire. Il s'agit également de relever le retour et la disponibilité d'un effectif important de médecins formés dans les universités étrangères et nationales. Dans son programme de gouvernement intitulé « Ensemble poursuivant la marche », le chef de l'État entend offrir des soins de qualité à tous, à travers la mise en place des capacités de santé pour tous, question pour le président de la République de relever plusieurs défis, notamment le développement des modes alternatifs et complémentaires de financement du système sanitaire, l'achèvement, la construction et l'équipement des 12 hôpitaux généraux répartis sur l'ensemble du territoire, la poursuite de la formation des personnels de santé en plus grand nombre pour une meilleure couverture de l'espace territorial, la garantie de l'accessibilité des soins à toutes les populations par le truchement de la couverture médicale universelle. Enfin, la création des unités mobiles de santé qui procurent des soins de santé aux populations des zones dépourvues de toute structure sanitaire. Après l'inauguration de l'hôpital général de Djiri en Kombo, le président de la République avait procédé le 21 janvier 2022 à l'inauguration officielle de celui de Ngoyo à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. Un nouvel établissement sanitaire fonctionnel depuis le 18 décembre 2021 qui augmente les capacités d'accueil en matière médicale de la deuxième ville du Congo, déjà dotée de 2 principaux hôpitaux à Lumumba et Luanjili, en plus d'un hôpital de base en Tchétché et d'un hôpital militaire. Une structure sanitaire qualifiée de joyau par les populations qui vient allonger la liste des réalisations inscrites dans le programme de gouvernement du président de la République. Soulignons que cet édifice s'inscrit dans le cadre du programme Santé pour tous qui consiste en la construction de 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements du Congo, en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Construit sur un terrain de 5 hectares perméables pour voirie et parking de 30 462 m² et un espace vert et des jardins de 9 830 m², cet hôpital dispose de 3 bâtiments techniques autour du bâtiment principal, formant 7 pavillons dédiés aux différents services. Des bâtiments qui communiquent entre eux à travers un réseau dense de couloirs. D'une capacité d'accueil de 200 lits, il comporte plusieurs services, les unités d'hospitalisation, le bloc d'administration, le laboratoire d'analyse chimique, la pharmacie générale et un service d'oncologie doté d'équipements de pointe. Une année après sa mise en service officielle par le président de la République, dans quel état se trouve cet établissement sanitaire? Dans cet entretien, le docteur Alain-Serge Bikindou, directeur général de l'hôpital, fait l'état des lieux de la structure qui offre des soins de qualité à moins de coûts, donc accessibles à tous. C'est un hôpital public, donc avec des prix publics qui sont minimisés. Parce qu'en fait, le principe de l'hôpital public, c'est d'administrer des soins de qualité à moindre coût pour permettre aux populations de tous les niveaux d'accéder à ces soins de qualité. Donc c'est un hôpital qui est accessible à tout le monde, du point de vue du coût déjà. La consultation spécialisée ici est à 5 000 francs CFA. Tous les spécialistes sont accessibles dans cet hôpital à 5 000 francs CFA. La consultation de médecine générale est à 4 000 francs CFA. Ça vous donne déjà une idée de l'accessibilité de cet hôpital. Et tous les examens qui y sont pratiqués sont au prix public. Donc vous aurez le même prix ici que vous avez dans les autres hôpitaux publics de Pointe-Noire et particulièrement du Congo. Donc déjà, c'est un gage d'accessibilité. L'avantage que nous avons, c'est que nous avons des équipements de dernier cri qui permettent de faire ce qu'on appelle l'appui au diagnostic facile. Et tous ces équipements-là sont accessibles également à moindre coût. C'est-à-dire que c'est du simple au triple en privé. C'est-à-dire, je vous donne un exemple simple. Le scanner aujourd'hui, un scanner simple,
est réalisé chez nous à 60 000 francs CFA. Vous voyez? Donc, alors qu'en privé, il faut compter au minimum 150 000 francs CFA. Ce qui fait que, aujourd'hui, le scanner qui paraissait comme un examen inaccessible est bien accessible aux populations. L'accès au site est strictement contrôlé. C'est une structure qui présente une salubrité irréprochable. Nous avons la chance d'être l'un des derniers nés des hôpitaux au Congo. Et que nous avons la chance d'avoir été au CHU, d'avoir été à l'hôpital général de Luandili et d'avoir eu l'occasion d'être observateur pendant tout ce temps-là et d'observer tous les faits qui ont fait que ces hôpitaux-là aujourd'hui soient décriés et présentent une situation des fois déplorable. Donc, fort de toute cette expérience, nous avons mis en place des procédures pour que cet hôpital soit, on va dire, équivale aux canons internationaux. Donc, qu'il ne soit pas accessible à n'importe qui, dans n'importe quelle condition, en dehors des visites. Personne n'est admis ici, sauf les malades. Et chaque personne qui arrive dans cet hôpital est identifiée. Donc, on sait, à l'entrée, dès l'entrée, cette personne vient pour être hospitalisée ou vient en consultation. À cette occasion, on lui remet un badge qui est bien inscrit consultation. Et avec ce badge, il ne va pas avoir accès à tout l'hôpital. Puisqu'il vient en consultation, il va avoir accès à la consultation. S'il vient pour faire une visite administrative, il a un badge administration qui lui permet d'accéder à l'administration sans véritablement interférer dans les autres services. Et donc ça permet dans cet hôpital que les gens soient bien orientés et qu'il n'y ait pas d'accumulation de personnes perdues où un visiteur va se retrouver à l'administration, ainsi de suite. Donc ça permet quand même de contrôler les accès et les mouvements des personnes dans cet hôpital, qui fait que, je crois que vous avez visité l'hôpital, aujourd'hui c'est un hôpital qui est propre, où il n'y a pas d'accumulation de personnes dans les couloirs, où personne n'est assis par terre. Je pense que tout ça, c'est un petit peu le résultat de la rigueur qui a été mise dans l'accès et la circulation dans l'hôpital. La sécurité du personnel et des patients est garantie. Cet hôpital est sous vidéosurveillance. Dès que vous arrivez à l'hôpital, dès l'entrée, il y a une grande pancarte qui vous indique que vous êtes sous vidéosurveillance, que vous êtes surveillé. Et ces images-là sont conservées pendant plus d'1 an avant d'être détruites. Donc c'est un hôpital qui est surveillé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous avons une équipe permanente dans une salle de surveillance qui regarde tous les mouvements de l'hôpital et qui signale immédiatement au service de sécurité quand il se passe quelque chose qui peut entraîner un danger pour cet hôpital. Donc c'est un hôpital qui est complètement sécurisé. Le rythme de fréquentation est acceptable pour un hôpital qui fonctionne depuis 1 année. Mais il faut savoir que cet hôpital est fréquenté de façon crescendo. En tout cas, aujourd'hui, nous avons une fréquentation qui est acceptable pour un hôpital qui a 1 an de vie. Nous pratiquons quasiment une cinquantaine d'accouchements par mois. Le bloc opératoire est quasiment occupé tous les jours. Nous avons des urgences chirurgicales tous les jours, consultations de pédiatrie tous les jours, consultations de gynéco tous les jours, et des consultations de spécialité également, neurologie, neurochirurgie, stomatologie. Toutes ces consultations-là sont faites et effectivement, la fréquentation est correcte. L'entretien et la maintenance des équipements sont assurés par des biomaintenanciers congolais formés à Cuba. Alors, nous avons eu la chance que le ministère nous envoie une dizaine de biomaintenanciers formés à Cuba, ainsi que certains biomaintenanciers que nous avons pu retrouver sur la place. Donc, actuellement, nous avons une bonne équipe qui ont également bénéficié d'une formation préliminaire sur les équipements de cet hôpital. Donc, ils font de la maintenance préventive, donc de l'entretien, maintenance préventive. Effectivement, le problème va peut-être se poser quand il va falloir faire de la maintenance curative. Parce que là, il faut changer des pièces, il faut les commander, il faut être formé. Et nous n'avons pas eu la chance que ces agents-là bénéficient de cette formation. Alors, actuellement, la balle est dans le camp du ministère de la Santé, où il y a un service de maintenance et l'équipement qui est en train de discuter avec les sociétés qui ont installé les équipements chez nous, afin que nous puissions avoir un contrat de maintenance curative. Et même nos agents pourront bénéficier également d'une formation complémentaire pour maintenir ces équipements-là le plus longtemps possible. À l'image de tout grand établissement sanitaire, l'hôpital général de Ngoyo était doté d'une unité de prise en charge des malades atteints de la Covid-19. Les mesures restrictives de lutte contre la pandémie étant levées, cette unité a été transformée en service de pédiatre. Lors de la livraison de cet hôpital, le service de pédiatrie n'était pas pris en compte.
parce que le service de pédiatrie fait partie donc de la seconde phase. Mais nous sommes au Congo. Et vous savez que la pédiatrie, c'est un secteur sensible. Et que la majorité des urgences graves sont des urgences pédiatriques. Donc, quand on nous a demandé de mettre en service cet hôpital, nous avons jugé qu'il fallait obligatoirement que nous ayons un service de pédiatrie, urgence pédiatrique, réanimation pédiatrique, ce qui a été fait. Donc, vu que la Covid aujourd'hui est une maladie, on va dire, on ne va pas dire peut-être on voit des disparitions, mais dont la gravité ne demande plus que tout un secteur soit immobilisé pour la prise en charge de ces patients-là. Et donc, nous avons exploité cet espace, nous avons transformé, et aujourd'hui, nous avons une pédiatre et des médecins qui prennent en charge les enfants, quelle que soit leur gravité, dans cet espace, dans cette unité. L'un des atouts dont dispose l'hôpital est le personnel. À ce propos, le gouvernement a affecté à cet établissement de jeunes médecins rentrés de Cuba et d'autres formés sur place. Notre ministre de tutelle, le ministre de la Santé et de la Population, nous a encouragés à faire ce qu'on appelle la mutualisation du personnel, des ressources humaines. Parce que vous savez que le Congo présente quand même un certain déficit en spécialité, et surtout en certaines spécialités. Et donc pour cela, nous avons discuté et nous avons eu des accords avec les autres structures de la place pour que les spécialistes de ces structures-là prennent des plages de consultation et d'intervention chez nous. Donc tout cela est réglé. Nous avons également bénéficié de l'affectation et du recrutement à la fonction publique des médecins en provenance de Cuba et d'autres pays. Et ces médecins, nombreux ont été affectés chez nous, ainsi que la production locale. Vous savez que l'INSA, la faculté de médecine de Brazzaville également, permet au Congo d'avoir une quarantaine de médecins par an. Et donc parmi ceux-là, nous avons une dizaine qui ont été recrutés également chez nous. Donc ce melting pot-là, ce mélange-là fait qu'aujourd'hui nous avons des équipes médicales solides, assermentées et qui sont capables de prendre en charge toutes ces urgences-là. Bien sûr, nous avons des anciens, des médecins de renom qui ont pignon sur rue, qui ont fait leurs preuves, qui sont là à titre de tutorat, qui encadrent ces jeunes médecins-là, de façon à ce que, quand il y a une situation difficile, ils ont l'assistance de ces anciens qui permet qu'ils puissent prendre de la bouteille et surtout qu'ils puissent être très très efficaces afin de soulager les populations. C'est le but de l'hôpital. Pour plus d'efficacité, les permanences sont régulièrement et minutieusement assurées pour ne pas faillir à l'obligation de service public. Alors, c'est un hôpital général. Dans les prérogatives de l'hôpital général, effectivement, il y a la permanence de soins. Il faut savoir que dans notre hôpital, il y a la permanence des soins. 24 heures sur 24, tous les secteurs d'activité sont disponibles. Nous avons le médicament sur place et ce médicament est donné au malade en urgence, avant même que le malade ne puisse payer. Les interventions se passent dans les délais requis parce que le médicament est sur place. Aucun malade, aucun parent de malade ne bénéficie d'une ordonnance qu'ils doivent aller chercher à l'extérieur. À 2 heures du matin, une appendicite, on peut l'opérer sans attendre parce que tous les kits opératoires sont disponibles. Et donc, la permanence en pédiatrie, en gynéco-obstétrique, en médecine, en cardiologie, et tout ça, toutes ces urgences-là sont disponibles 24 heures sur 24. L'hôpital général de Ngoyo représente un important investissement consenti par le gouvernement. Dans le but de pérenniser cette œuvre, le directeur général compte sur l'accompagnement des pouvoirs publics. Le premier souhait déjà, c'est que nous puissions avoir des secteurs très très sensibles disponibles, notamment la cancérologie pédiatrique, avec des équipements de pointe qui sont prévus dans cet hôpital. Ça va donner une force de plus, non seulement à l'hôpital, mais au département, parce que le département a besoin de cela. Je pense que les autorités politiques de ce pays, notre tutelle, le chef de l'État, le président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, sont conscients de cela. Nous souhaitons donc continuer à être accompagnés, continuer à être écoutés, de façon à ce que les populations, qui sont les premiers bénéficiaires de l'amélioration des plateaux techniques de nos hôpitaux, soient satisfaites et puissent accéder à des soins de qualité. Nanti de l'appui des pouvoirs publics et disposant d'un plateau technique haut de gamme, l'hôpital général de Ngoyo est appelé désormais à jouer son rôle d'établissement public au service des populations. Dans le cadre de la diversification de l'économie congolaise, restée longtemps dépendante du pétrole, le président de la République entend s'appuyer notamment sur les zones économiques spéciales.
Pour Denis Sassou Nguesso, le développement de l'industrie prendra appui principalement sur les 4 zones économiques spéciales, à savoir Pointe-Noire, Olombo-Oyo, Ouesso et Igné. Cette volonté de développement des zones économiques spéciales est si forte qu'elle revient dans ses interventions, telles de leitmotiv. Le 28 novembre 2022, devant le Parlement réuni en congrès, le chef de l'État s'y est encore apaisanti. Sur la base des projets bien étudiés, bien mûris, bien sélectionnés, prévus dans le cadre du Plan national de développement 2022-2026, j'exhorte le gouvernement à mobiliser des partenariats publics-privés fiables et des financements adéquats en vue de la poursuite de notre marche vers le développement. Modèle expérimental de ce partenariat public-privé, le développement des zones économiques spéciales procède de la nécessité de doter le Congo de manière cohérente de projets structurants qui constituent l'ossature du Plan national de développement 2022-2026. Le démarrage imminent des travaux de développement des zones économiques spéciales de Pointe-Noire, d'Oyo-Olombo et Ouesso projette, avec raison, des performances encourageantes dans l'agroforesterie, l'agriculture avec la culture du café, du cacao et du palmier à huile, les industries pétrolières et chimiques, la transformation du bois et des minéraux. Dans la dynamique de construction des zones économiques spéciales, un cadre légal a été mis sur pied. Il a l'avantage d'offrir plus d'attractivité, s'est félicité le ministre en charge des zones économiques spéciales, Jean-Marc Tchister-Tchikaya. L'arsenal juridique des zones économiques spéciales est articulé autour de 7 lois, 4 décrets d'application et un certain nombre d'arrêtés. La loi initiale, celle qui a permis donc la création de toutes ces zones, c'est la loi 24/2017 du 9 juin 2017 qui est relative à la création des zones économiques spéciales, qui permet l'organisation de ces zones économiques spéciales et qui a aussi attrait à leur régime particulier. De cette loi découle un certain nombre d'autres lois, dont une loi aussi que je citerai, c'est plutôt la loi qui crée l'agence pour la planification, la promotion et le développement des zones économiques spéciales. Pourquoi je mets un accent particulier sur cette agence? Parce que c'est le bras technique du ministère dans le développement, la planification, la promotion des zones économiques spéciales. Et cette agence a la particularité de valider, en lien avec les autres départements en charge de ces questions, tous les cahiers des charges avec nos partenaires, mais l'ensemble des études relatives, études environnementales, d'impact environnemental et social, mais toutes les autres études qui doivent permettre la construction de ces zones. Donc c'est vraiment le cœur, on va dire, des zones économiques spéciales qui passent par cette agence. Donc c'est important de le souligner. Et ensuite, les autres lois viennent pour créer les zones économiques spéciales, particulièrement, il y en a 4, la loi qui crée la zone économique spéciale de Pointe-Noire, on en a parlé, celle qui crée la zone économique spéciale d'Oyo-Olombo, celle qui crée la zone économique spéciale de Ouesso et celle qui a créé la zone économique spéciale d'Igné, avec le parc industriel et commercial de Maluku qui est partie prenante, qui est intégrée, complètement intégrée à la zone économique spéciale d'Igné. S'agissant de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, dont la première pierre a été posée par le président Denis Sassou Nguesso le 12 novembre 2022,
Il est notamment question d'attirer les entreprises industrielles par des incitations spécifiques et un accompagnement de l'État en plus des avantages inhérents à la zone économique spéciale. Il est aussi question d'installer en accord avec le développeur les premières industries sur des terrains déjà rendus disponibles et aménagés de la zone économique spéciale. Chaque zone économique spéciale a un certain nombre d'activités éligibles. Au-delà du cadre dérogatoire au droit commun, elles bénéficient toutes d'un régime douanier et fiscal particulier, exonéré, mais aussi avec un certain nombre d'activités éligibles. Et dans le cas particulier de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, sans être exhaustive, nous avons les industries de raffinerie. Sur ce point particulier, je voudrais faire une digression en disant simplement que la loi 24/2017 du 9 juin 2017 a été complétée, amendée par une loi en 2021 permettant de créer une emprise B à la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Cette emprise B qui est située au sud de Pointe-Noire dans la zone de Koti-Fouta, donc après Djeno, a permis de créer et de lancer le projet sur le raffinage, la nouvelle donc raffinerie qui doit faire de la pétrochimie. La métallurgie, toutes les industries de métallurgie, nous avons ici énormément de mines solides. Donc là aussi, métallurgie, tout ce qui touche au textile, à la fabrication de boissons, la transformation agro-pastorale, tout ce qui est agricole en termes de transformation industrielle, le tourisme, la culture. Bref, il y a un certain nombre de services aussi associés. Donc ça, ce sont des activités éligibles sur la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Une des spécificités de cette zone, c'est son ouverture au monde. Elle est sur la façade atlantique et située à proximité d'un port en eau profonde, qui est le port autonome de Pointe-Noire. Et ce port, aujourd'hui, qui est l'un des plus compétitifs de la sous-région, offre des tirants d'eau à plus de 14 mètres de profondeur, permettant ainsi d'attirer des gros porteurs. Et donc, pour les aspects purement logistiques de la zone économique spéciale, nous avons prévu, avec notre partenaire, de construire un port logistique qui permettra de désengorger les voies terrestres, particulièrement la RN5, et d'apporter toute la logistique, une bonne partie de la logistique, lourde, on va dire, par la voie maritime entre le port autonome de Pointe-Noire et la zone économique spéciale de Pointe-Noire. C'est donc là un atout important lié donc à sa situation géographique en face de la façade maritime. Nous avons aussi sur le corridor 13 le chemin de fer Congo-Océan avec des discussions qui sont très avancées de façon à ce que nous puissions avec ce partenaire trouver des accords autour d'un partenariat public-privé. C'est économiquement très important. On change complètement de spectre quand on parle de partenariat public-privé parce que au niveau donc, de la politique, au niveau stratégique, on ne se repose plus que sur l'État et les fonds de l'État pour faire de l'économie, mais on attire des capitaux étrangers, des capitaux extérieurs. La zone économique spéciale de Pointe-Noire s'étend sur 2700 hectares. En phase 1, la plateforme industrielle du Congo, issue de l'accord entre l'État congolais et la société Euraise, projette d'attirer les investissements directs étrangers. Ce grand projet va générer dans sa première phase 8 000 emplois directs et 16 000 emplois indirects, soit 24 000 emplois à terme. 7 mois donc après la pose de la première pierre, les travaux d'aménagement sur le site ont bel et bien commencé. J'ai le plaisir de vous dire aujourd'hui que les travaux de la zone économique spéciale de Pointe-Noire ont commencé. Ça veut dire quoi? Nous ne pouvons développer nos zones économiques spéciales sans énergie. L'énergie, c'est la base du développement.
Donc nous avons commencé par tirer une ligne de 3 MW qui aujourd'hui arrive, les pylônes arrivent dans la zone économique spéciale. Donc une soixantaine de pylônes, sur 60 pylônes, nous avons, au moment où je vous parle, 37 pylônes qui sont installés, qui ont été certifiés par les services compétents. Et donc, d'ici la fin du mois, ces pylônes et les lignes haute tension seront installés dans la zone économique spéciale et cela permettra d'avoir de l'énergie dans la zone économique spéciale. Par ailleurs, nous avons tout ce qui est construction des locaux, des hautes tensions qui sont construits à hauteur de 85%, réalisés à hauteur de 85% en parallèle. Et donc là aussi, nous avançons sur le côté énergétique. Plus loin, nous avons donc des négociations qui sont en cours avec la centrale électrique du Congo pour définir les possibilités de fournir une électricité dédiée haute tension à la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Et donc là, une ligne de transport d'énergie devrait être tirée entre la centrale électrique du Congo qui se trouve à Côte-Matève jusqu'à la zone économique spéciale de Pointe-Noire, permettant ainsi de dédier 250 MW à toutes les industries de cette zone économique spéciale. Donc ça, c'est pour les travaux en termes d'énergie. Sur l'emprise A de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, elle fait autour de 2700 hectares, cette zone économique spéciale. Le partenaire a souhaité commencer sur 500 hectares. Donc cela correspond à peu près à 7 km 800 de clôture. 4 km 700 ont déjà été posés et certifiés. Et donc l'ensemble de la sécurisation de la zone de cette première emprise prioritaire va être complètement clôturé d'ici la fin du mois. Donc ce sont des travaux qui sont en cours. Les hangars pour la construction permettant d'accueillir donc les premières usines dans une usine de fabrication de bougies sont en cours sur 10 000 m² d'être élevés. 3 autres hangars en parallèle sont en train d'être réalisés pour justement permettre d'accueillir tout le matériel, de sécuriser tout le matériel. Au niveau hydraulique, la société a obtenu un agrément de distribution et donc les premiers forages sont opérationnels qui permettent d'avoir de l'eau et de pouvoir donc construire la zone économique spéciale. Dans le cadre de la construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, il est prévu l'aménagement d'un quai de 1000 mètres de large servant au transbordement des colis en provenance du port autonome de Pointe-Noire. La République du Congo fait partie de l'Afrique centrale. Dans l'optique de la zone de libre-échange continentale africaine, la zone économique spéciale de Pointe-Noire est appelée à occuper une place de choix dans la sous-région. S'agissant particulièrement de la zone économique spéciale, elle essaie de situer sur la façade maritime l'océan Atlantique. Donc c'est une ouverture sur le monde. 70% de ce qui serait produit avait vocation à l'export, vocation exportative. Ça veut dire que ce puissant levier de diversification économique doit permettre justement de fournir les marchés sous-régionaux. Et dans ce cadre-là, comme rien ne se fait au hasard, nous sommes partie prenante à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Et dans ce cadre-là, nous avons l'ambition de présenter du Made in Congo sur le marché. Nous ne pouvons pas nous ouvrir à ce marché et ne faire que recevoir tout ce qui vient de l'extérieur, des pays frères. Donc, ces zones économiques spéciales doivent permettre aussi, et justement, d'avoir un certain nombre de denrées, de produits made in Congo à présenter sur ce marché continental qui a une formidable opportunité. Le ministère en charge des zones économiques spéciales est un ministère transversal. À ce titre, il est ouvert à l'expertise des autres ministères dans la mise en œuvre de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Et quand on parle de gouvernement, on parle d'équipe gouvernementale. Il ne s'agit pas d'avoir des chapelles et de travailler en silo. Il faut travailler de façon transversale, de façon collégiale et échanger avec les différents secteurs, les différents départements, de façon à créer ensemble, collégialement, une dynamique
et échanger sur les problématiques liées aux zones économiques spéciales. Dans ce cadre-là, là aussi, il y a une task force qui a été mise en place autour du Premier ministre chef du gouvernement qui intègre l'ensemble des départements ministériels concernés et qui permet d'avoir des échanges structurés en termes de développement pour se projeter dans l'avenir et voir comment au niveau industrie, au niveau agriculture, au niveau touristique, au niveau des petites et moyennes entreprises, nous pouvons justement travailler de façon collégiale au développement de ces S. La construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire a nécessité l'expropriation des populations pour cause d'utilité publique. En la matière, la loi prévoit des indemnisations. Nous avons mis en place une commission mixte avec le département en charge du foncier. Et cette commission a travaillé de façon administrative et technique à réaliser des travaux d'arpentage, à réaliser des enquêtes parcellaires, à identifier au mètre carré près l'ensemble des propriétaires et donc a rendu son rapport qui a été donc validé en interministériel par la commission qui présentait son rapport et par le gouvernement. Aujourd'hui, nous travaillons sur la partie financement, c'est-à-dire que l'ouverture du compte, la mise à disposition des fonds, et le gouvernement, sous l'autorité encore d'une fois du Premier ministre du gouvernement, s'est engagé dans les plus brefs délais à sanctuariser les sommes nécessaires de façon à procéder le plus rapidement possible aux expropriations. Donc là-dessus, la question des expropriations a été prise en compte et en passe d'être réglée. Et je voudrais donc saisir cette opportunité pour remercier les propriétaires fonciers et les riverains, parce qu'ils font preuve d'un patriotisme avéré, ils sont patients. Bien entendu, il y a la pression foncière, il faut comprendre. Nos compatriotes se voient pour cause d'utilité publique déplacés, mais aujourd'hui, ils font preuve de patriotisme. Ils ont bien compris que ces zones économiques spéciales sont créatrices de valeur, vont permettre de créer des emplois. Ce sont des emplois de Congolais. Et donc, ils ont bien compris que pour les générations futures, il faut accompagner et protéger ces projets-là. Donc, ils viennent de façon tout à fait responsable nous dire, mettre la pression pour dire « Attention, monsieur le ministre, attention, nous avons nos terrains » et nous les rassurons. Nous sommes en contact avec eux de façon à discuter et leur dire « Le gouvernement a pris l'engagement de, bien entendu, respecter la loi, mais d'accompagner ça par des faits. » Je ne saurais terminer mon propos sur les expropriations sans parler de contenu local. Vous voyez, cette zone économique spéciale est attractive, permet d'attirer des investisseurs, des capitaux étrangers, mais nous avons des Congolais ici qui ont des entreprises. Nous avons des Congolais qui souhaitent créer des industries. Nous avons des Congolais qui souhaiteraient avoir un accompagnement pour pouvoir justement bénéficier de cette attractivité. Petites et moyennes entreprises, artisanat bien organisé et ainsi de suite. Et donc là, au niveau contenu local, nous mettons un accent tout particulier à faire en sorte que nous ayons des entreprises congolaises, de droit congolais, avec des capitaux congolais, gérés par des compatriotes qui répondent aux règles et aux normes internationales et que nous pouvons accompagner dans ces zones économiques spéciales. Avec la construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, la République du Congo, sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso, s'emploie à densifier son architecture industrielle préalablement enrichie par la zone industrielle et commerciale de Maluku. Grâce au maillage du Congo en infrastructures routières, notamment la route Pointe-Noire-Brazzaville, les deux zones ainsi que d'autres en perspective vont se communiquer entre elles et offrir une plus grande visibilité et efficacité au tissu industriel congolais. mokili bandaki boye bana mpe bakolo toyeba ntango ya bakoko na ntango na biso ekeseni kongo ezalaki ntango ya palanga misato bana nyonso ya mboka oyo bamonaki mpasi mpo na mokili